Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Intime Conviction. C'est sur Canal 2 que ça se passe, la télévision qui est toujours plus proche de vous. En un mois, on se casse le pied, la voiture peut tomber en panne, on peut se faire voler son vélo par exemple. Contrôler l'inattendu n'est absolument pas possible. Lui donner un sens, ça, c'est possible par contre. Alors, nous allons nous intéresser justement à ces séries noires de la vie en se posant plusieurs questions, celle de savoir notamment comment réagir face à elles, ou encore on débattra autour du thème épreuve de la vie, comment y faire face et avancer. Et avec nous pour en parler, il y a vous sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel. Vous mettez un S à Intime, un S à Conviction. Vous défilez sur la page Facebook de l'émission et vous pourrez poster votre commentaire en rapport avec le thème de ce soir. Et ce soir, avec nous pour en parler, nous avons le révérend, oui, parce qu'il est là sous sa casquette d'homme de Dieu, donc le révérend Valérie Ninke. Bonsoir et bienvenue sur Intime Conviction, une fois de plus. Merci Aline, bonsoir. Bonsoir Maître Takouan qui est là, bonsoir à la dame. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ligne. Voilà, et puis justement, pour aborder donc point de vue traditionnel, nous avons Constant Takungan qui est grand maître spirituel d'ailleurs. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Maman Aline, bonsoir mes chers spectateurs, mes frères qui m'entourent au bout de la table Canal 2 International, et bonsoir l'assistant, et bonsoir aussi à toute la population qui sont au bord de la télé pour nous suivre et pour nous suivre et comprendre nos 10 à la télé. Je vous remercie infiniment. Voilà. Je propose que juste derrière la transition, qu'on puisse découvrir l'invité de ce soir. Alors, elle, c'est Josepha Onomo. Bonsoir et bienvenue sur Intime Conviction. Bonsoir Aline, bonsoir à tous les autres panélistes. C'est un réel plaisir d'être là. Alors, vous avez souvent été téléspectatrice. Aujourd'hui, vous êtes notre invitée principale. Oui, invitée principale. Ah oui. Que veut dire Onomo? Alors, Onomo, chez nous, les bêtis signifient sagesse. Chez Ebiti, oui. En Eton et en Ewondo signifie sagesse. Onomo, ça veut dire que le vieux sage. Donc la sagesse, tout simplement. Mais après, ça, c'est un nom que vous portez. Parce que le vôtre, c'est Mbarga. Oui, en fait, le mien, c'est Mbarga. Je suis épouse Onomo. Voilà. Oui, le mien, c'est Mbarga. Et que veut dire Mbarga? Mbarga, chez nous, les Ewondo, ça veut dire tout simplement épeur. Mbarga, ça veut dire épeur. Ah, d'accord. Oui. Et ça, c'est en Mbeti. Oui, c'est en Ewondo. En Ewondo. En Ewondo, oui. Voilà. Alors, on va aborder des questions qui... on va remonter à des souvenirs encore très présents dans votre vie. Cette série d'épreuves noires que vous avez vécues à un moment donné, c'est d'abord... avec l'école, où tout a basculé en classe de 4e, où vous décidez de présenter le BPC. Oui, en fait, c'est des périodes vraiment sombres. En 4e, je décide de tenter le brevet, le BPC, comme on dit couramment, parce que j'avais la rage, en fait, d'essayer pour pouvoir connaître comment ça se passe, pour pouvoir déjà avoir un aperçu de comment est-ce que l'examen se prépare. J'ai fait le BPC en classe de 4e. Je tente, je n'ai pas mon BPC, mais je passe en classe de 3e. Normalement, après l'échec, je n'ai pas mon examen en classe de 3e. Et après, je décide
avec maman, hein, parce que j'étais pas seule. J'étais tellement triste parce que j'avais essayé et j'étais sûre que je pouvais avoir cet examen parce que je savais que j'en avais les capacités. Bon, après, je pars de troisième pour la seconde parce que je n'avais pas eu ce PPC, mais je vais quand même en seconde parce que maman aussi, voyant comment j'étais triste, elle était confiante que je pouvais réussir cet examen-là en seconde en passant en classe supérieure. Mais en seconde, je n'ai pas cet examen. C'est comme ça que je continue. Je continue à aller un peu plus loin en première. Je continue. Première année, vous êtes à combien d'essais déjà du BPC? Là, je suis déjà à 3 essais. Première année de première, je suis à 3 essais déjà. Je n'ai pas toujours cet examen. Et je rappelle que je suis une élève assez moyenne. Je suis assez moyenne, je fais l'effort pour pouvoir avancer et bien apprendre les leçons, tout simplement. Je sais que j'ai les capacités de réussir. Mais après la première, c'est devenu un peu compliqué parce que j'avais des cours de première à étudier et aussi de refaire les cours de troisième étant en première. Mais je me dis que c'est possible parce que je savais que ça allait être facile. Vu que j'avais fait c'était une troisième espagnole. Dans la seconde, il y avait aussi de l'espagnol parce que c'était sciences économiques et sociales. Il y avait des matières qui étaient similaires, donc c'était facile. Mais en première, quand j'échoue encore. J'échoue la première, j'échoue le probatoire, j'échoue aussi le BPC en même temps parce que je faisais déjà les deux. Là, c'était la troisième fois. La deuxième fois, ça se répète. J'échoue le probatoire, j'échoue encore le brevet parce que je faisais les deux. On est à 5 tentatives pour le BPC, 2 tentatives pour le probatoire. Exactement. Je repars dans une autre école parce que je me disais que bon, il faut changer un peu de cadre, essayer d'aller ailleurs. Déjà avec l'âge qui pesait, mais j'avais quand même la foi que je pouvais continuer. Je repars, je change d'école, je vais dans un collège. Je me dis que là, ça va aller. Même là-bas au collège, c'était pas ça. Je n'ai pas eu. Là, j'étais déjà à la 6e fois. Maintenant, ça devenait un peu compliqué parce que avec les cours qui étaient très volumineux, parce que je rappelle que c'était SES, qui est une série similaire à la comptabilité aussi. C'était un peu compliqué. Alors là, je décide de m'effacer un peu. Et il faut rappeler que pendant cette période, la première année la première année de seconde, je commence à faire la maladie. Je suis tombée malade, mais c'était pas encore assez violent. Terminons d'abord l'épisode des examens pour pas qu'on s'en mêle les pédales. Ok. Là, je décide d'aller composer ailleurs, en candidat libre. Parce que je me dis qu'il faut changer un peu l'environnement, essayer de s'effacer un peu. Et quand je vais composer ailleurs, je n'ai pas l'examen. Je n'ai pas l'examen. Et puis, il y avait le probatoire à faire. Je refais le probatoire. Là, j'étais déjà à la 6e tentative BPC et 4e tentative probatoire. Exactement. Oui. Là, je décide encore avec la peine parce que j'étais tellement peinée de voir comment les gens réussissaient autour de moi, au quartier. On te voit vieille, tu es déjà vieille, tu fais encore le BPC, les petits sont là et tout. C'était vraiment frustrant. Mais je gardais la foi. J'ai fait la 7e tentative, je l'ai faite à Yaoundé, en candidat libre. Et c'est à Yaoundé que j'obtiens mon BPC pour la 7e fois. Simultanément avec le probatoire? Oui, je n'avais pas eu le probatoire, mais le BPC, je l'avais eu. Ah, cette année-là, vous n'avez pas eu le probatoire, mais vous avez eu le BPC? Le BPC, oui, pour la 7e fois. Oui. Et là, après, je ne pouvais plus aller à l'école parce que j'étais déjà vraiment malade. J'étais fragile parce que je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus respirer. J'avais de la peine à pouvoir me mouvoir facilement parce que la maladie commençait à se faire ressentir déjà physiquement aussi. Et c'était compliqué parce que la respiration, j'arrivais plus à respirer, donc je ne pouvais plus aller à l'école. On revient donc justement à cet épisode de la maladie qui est... elle est arrivée
vous avez passé 4 années de maladie. Oui, vous avez souffert de tuberculose chronique. Oui. Ça commence en classe de seconde. Parce qu'en classe de seconde, j'avais déjà des symptômes. Il faut rappeler que ces symptômes sont assez violents. C'est-à-dire Oui, mais ça dépend des organismes. Mais moi, j'ai quand même eu à subir ça. La toux. Le début de la maladie. Parlons du début. Le début, oui. Comment est-ce que la maladie a débuté? La maladie a débuté par la fatigue. La fatigue, l'essoufflement. Parce que je n'arrivais plus à bien respirer. C'est à partir de là que j'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que j'avais de la peine quand je prenais les escaliers. Je respirais à peine. J'avais de la peine à respirer et aussi j'avais la toux qui me dérangeait beaucoup. La toux était, tantôt elle est fréquente, tantôt elle revient. C'était pas assez régulier. Mais après, ça a commencé à s'empirer. On disait quoi à la maison quand vous aviez cette toux qui ne finissait pas? Bon, en fait, c'était une toux. Ça pouvait être, on se disait que c'était passager. Déjà on sait qu'avec la poussière, le rhume, la grippe, c'est facile d'avoir une toux. Mais sauf que la toux là persistait un peu plus, ça persistait. On n'avait vraiment pas pris la peine de se focaliser dessus. On se disait que ça allait aller. Mais au fil du temps, la toux a commencé à se transformer en de véritables symptômes de maladie. Donc, à côté de ça, je ne pouvais plus aller à l'école. Je ne pouvais plus parce que je n'avais plus à marcher. J'avais maigri, j'étais la peau sur les os. J'étais amaigrie, j'étais fragile, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. J'avais perdu en fait la force pour pouvoir marcher, je ne respirais plus. J'avais noirci, donc j'étais obligée de rester à la maison pour pouvoir me faire traiter. À quel moment est-ce que vous avez été alerté ou bien votre famille a-t-elle été alertée et vous vous êtes dit il faut aller à l'hôpital, ça commence à être sérieux, ce n'est peut-être pas qu'une grippe? Alors ça commence à être sérieux quand je commence à maigrir et à noircir parce que je rappelle que à l'époque j'étais vraiment maigre, j'étais à 39 kilos, j'étais maigre, j'étais noire, j'étais vraiment très très pâle, donc on commence à s'inquiéter, on va donc à l'hôpital. C'est là qu'on commence à faire des examens et puis on se rend compte que c'est une tuberculose, une infection pulmonaire. Et je commence le traitement, un traitement de 3 mois, je l'ai pris, qui a été un échec, le traitement n'a pas marché. Et ensuite, j'ai suivi un deuxième traitement de 6 mois, parce qu'il faut rappeler que c'est des traitements assez longs. Oui, c'est des traitements assez longs et très difficiles. J'ai fait un traitement de 6 mois qui n'a pas marché. Là, j'avais arrêté l'école parce que je ne pouvais plus aller à l'école. Le premier traitement de 6 mois, oui, c'est quoi? De 3 mois, qu'est-ce que c'est? C'est des comprimés qu'on donne à l'hôpital après avoir fait un diagnostic. Après avoir diagnostiqué la maladie, il faut prendre des comprimés chaque jour à 5 heures. Il fallait prendre ça chaque jour et ne pas sauter parce que quand tu sautes, ça recommence. Ça dit que la maladie le microbe devient encore plus virulent. Donc, c'était des médicaments à prendre tous les 5 heures chaque jour pendant 3 mois. Ce que j'ai fait, ça n'a pas marché. Et j'ai suivi un autre traitement de 6 mois. Parce qu'après, il fallait bien qu'on aille voir si les comprimés avaient donné et tout. On a fait une autre radio, ça n'a pas donné. Donc, j'étais obligée de refaire un autre traitement de 6 mois encore. Et pendant cette période, déjà, vous étiez où? Pendant cette période, j'étais à la maison. Où? Je veux dire, avec vos frères? Comment ça se passait? Oui, j'étais exilée, en fait, parce que dans ces conditions, tu es exilée, tu es à part. Parce que tu es un facteur dangereux pour les autres. Tu ne peux pas être avec les autres. Tu es exilé je veux dire quoi? Tu as ta chambre à part, tu as tes couverts à part. Donc là, on parle de vous. Oui, de moi. Oui, j'étais à part. J'étais un peu mise en marche parce que je ne devais pas contaminer les autres, en fait. Comment ils vous ont expliqué, vos parents, qu'il faudrait que vous soyez à part? Ils m'ont expliqué de façon... c'était difficile. C'était une période vraiment difficile. Déjà pour les parents aussi qui me voyaient m'affaiblir et tout. C'était en fait la phase qui était nécessaire pour pouvoir non seulement me soigner et ne pas contaminer les autres. Donc c'était ça. C'était ça en fait.
Vous dormiez seul dans votre chambre? Oui, je dormais seule. Je dormais seule, j'avais mes couverts, j'étais en fait en marche, quoi. J'avais tout pour moi. C'est-à-dire que mon couvert, ma chambre, à part, pendant cette période-là. Oui. Et comment la grande famille, est-ce que la grande famille était au courant, je veux dire, les cousins, les tantes? Non, la grande famille n'était pas. Je pense que certains étaient au courant. Certains, quand même, étaient au courant de ça. Oui, je pense. Et au quartier? Au quartier, c'était les moqueries. On disait qu'elle a attrapé les 4 lettres comme avant. C'est ce qu'on disait souvent quand une personne est atteinte du VIH, elle a attrapé les 4, regardez comment elle maigrit. C'était des moqueries parce que je maigrissais, j'étais maigre, j'étais pâle, j'avais changé en fait. C'est ça. Et puis, le deuxième traitement de 6 mois, il n'a pas marché. Et là, je fais ce traitement de 6 mois. Je dis à mes parents que je dois avoir cet examen-là parce que je devais faire le probatoire. Oh, mais c'est passé, ma belle. En fait, je voulais tellement réussir mon examen que j'ai dit que même si je suis malade, je vais faire cet examen. Alors, je suis allée à Yaoundé, en candidat libre. J'étais malade à cette période-là, vraiment. J'étais malade et j'ai dit à papa que je dois réussir mon examen parce que je sais que j'ai les capacités de réussir cet examen. Même s'il faut que j'aille ailleurs. Je suis partie à Yaoundé et je me souviens que papa m'avait accompagnée avec maman. On avait pris une chambre d'hôtel. Je devais composer c'était à Yaoundé, au collège, je ne sais plus trop, c'était... je sais plus trop. Le collège, c'est pas important. Oui, je devais composer, mais après, j'ai pas eu. Et là, c'était la 4e fois que je faisais le probatoire. Et c'était votre deuxième phase de traitement? Oui, c'était la 2e phase de traitement. Après, il y a eu la 3e? Oui, après, il y a eu la 3e qui était la terminale. Là, la 3e et la dernière? Non, la 3e, c'était la dernière phase parce que on m'a fait comprendre à l'hôpital que j'ai déjà suivi tous les traitements. C'est déjà arrivé au stade où on espère que ça va marcher parce que c'était le summum du traitement. Parce que la tuberculose, c'est une maladie assez virulente, elle est assez coriace. Donc, on espérait qu'avec ce traitement-là, ça pouvait marcher. Et à ce moment, quand vous toussiez... Oui, en fait, j'ai senti que c'était déjà grave parce que je sentais ça dans ma chair, dans mon corps, parce que même quand je toussais, je voyais, je sais pas, c'était un peu comme des grains de riz. Je voyais ça sur ma main comme ça, c'était un peu comme des asticots. Oui, c'était exactement comme des asticots. C'était purulent. Donc, c'était vivant? En fait, je ne peux pas dire que c'était vivant parce que, en fait, je ne sais même pas, mais c'était comme des grains de riz. Et c'était purulent, ça sentait mauvais. Vraiment un peu comme quand le pus sort de quelque part. Je pourrissais de l'intérieur. Moi-même, je savais que ça ne va pas. Non, il y avait la toux sur le côté qui faisait mal. Ça m'avait déformé parce que je n'arrivais même plus à bien marcher. Parce que quand tu as mal sur le côté, tu n'arrives plus à bien te tenir, à bien marcher. Donc, c'était un peu ça. Mais après, je restais positive parce que je me disais que malgré ça, il faut que j'aie mon examen. Je n'avais pas eu l'examen à cette période-là. Et c'était déjà arrivé au stade terminal. Je me suis dit, si c'est la volonté de Dieu, que je puisse partir et aller laisser les gens en paix, la famille, parce que je voyais la souffrance des miens et tout. Mais après, on a reçu un appel. Maman a reçu un appel de la délégation de la santé ici à Bonanjo, délégation régionale de la santé, qui nous a fait comprendre qu'il y a un dossier qui est arrivé, mon dossier est arrivé à la délégation. Et il faudrait que je vienne rapidement parce que on a une chance, il y a une ONG qui est venue tester des médicaments. Donc c'était une ONG qui venait, une ONG allemande. Je me souviens bien, c'était la GTZ qui venait tester les médicaments et on était des cobayes. Donc j'étais parmi les gens qu'on avait choisis pour être cobayes, pour tester le médicament en fait. Et là,
J'ai tout arrêté. J'avais tout arrêté. J'avais déjà eu le BPC. J'avais tout arrêté là. Et j'ai dû aller parce qu'ils m'ont fait comprendre qu'il faut que je sois vraiment à part. On va m'exiler, on va m'amener à la Dibamba. Parce qu'à la Dibamba, là-bas, il y a les léproseries, c'est des camps. À la léproserie de la Dibamba, il y a les lépreux, il y a les tuberculeux. Donc, dans un endroit assez... on nous a fait comprendre qu'il faut qu'on soit dans un endroit assez aéré pour qu'on puisse respirer et qu'on soit loin des autres. Et qu'est-ce que ça fait à l'enfant, enfin, la jeune que vous étiez, de vous retrouver dans un endroit où vous étiez face à des cas de maladies pas comme les autres, en fait? C'était terrible parce qu'en même temps, je me demandais ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai péché quelque part? J'ai fait du mal à qui? Parce qu'en même temps, quand tu es dans un contexte pareil, tu es le seul enfant à qui ça arrive, tu te poses des questions. C'est toi qui échoues, tu n'as pas tes examens, c'est comme si tu es le plus bête de la maison. C'est comme si tu ne vaux rien, tu es bon à rien. Et puis après la maladie, et tu te demandes ce qui ne va pas. Donc c'était vraiment... c'était une période très très sombre. Vous avez passé combien de temps à la Dibamba? J'ai passé 6 mois, c'était 8 mois à la Dibamba parce qu'en fait, j'avais déjà fait un traitement de 6 mois qui a échoué. On nous a fait comprendre que le dernier traitement, on va le faire pendant 1 an. Donc, 8 mois à la Dibamba et les 4 autres mois hors de la Dibamba. Et c'était quoi votre quotidien là-bas, dans cet univers-là? C'était l'enfer. On était avec les lépreux, on voyait les gens qui marchaient, qui à 4 pattes, qui n'avaient pas de pieds, qui n'avaient pas de mains. On était sans famille. On parle de vous. Oui, moi, j'étais sans famille puisque j'étais pas avec les miens. On nous a dit qu'on doit être loin de nos proches pour pouvoir mieux nous traiter. Donc, il n'y avait pas de famille là-bas. Mais on avait quand même la grâce d'avoir des dons. On avait des gens de bonne volonté qui venaient souvent nous donner à manger. Et avait des dons pour qu'on puisse manger. Et c'était difficile. Vous aviez peur des fois? Oui, j'avais peur parce qu'en fait, c'était un espace déjà bizarre. C'était un peu comme un village. C'était un peu comme... Je sais pas. Il fallait prendre 18 comprimés par jour. Il fallait prendre parce que c'était... on nous a fait comprendre que si on ne prend pas ça, on va mourir parce que c'est la seule alternative qu'il y avait. Et en plus des comprimés, on prenait des injections tous les matins. On devait se lever très tôt. C'était vraiment pénible. Déjà que porter des seaux, parce que quand tu as les poumons fragiles, tu ne peux plus marcher, porter des seaux. Il fallait faire ça seul. Je n'étais pas accompagnée. Je n'avais pas de garde malade. C'est vrai que maman venait de temps en temps me voir, mais c'était pas trop ça. C'était difficile. Et au sortir de là, quand vous avez fait votre dernier examen, est-ce que avec la famille, comment ça s'est passé? Vous vous êtes parlé? Vous leur avez dit votre ressenti? Bon, après, en même temps, je me disais que ça valait la peine que je sois exilée. C'était ce qu'il fallait pour que je sois soignée et protéger les autres. Donc, mais après, ça laisse quand même des blessures parce que tu te demandes si tu es un enfant à part, tu te demandes si tu as un problème, si toi particulièrement tu as un problème. Et voilà, c'était un peu ça. C'était pas gai. C'était pas gai du tout. Et quand vous êtes sorti de là, vous avez dû continuer votre traitement de relais. Oui. Et ensuite, vous avez eu votre examen, Oui. malgré En fait, tout. Justement, quand je sors de là, j'avais l'ambition vraiment de réussir parce que je voyais les autres réussir et ça me faisait beaucoup de peine parce que je savais que je pouvais réussir et je me suis dit qu'il faut que je fasse cet examen-là, il faut que je réussisse. C'était le probatoire. J'ai composé, je me souviens très bien l'année où je suis sortie. J'ai continué à prendre les médicaments. J'ai encore essayé. Je ne fréquentais pas, mais j'ai dit que je veux fréquenter. Je suis allée en cours du soir. Je n'avais pas eu de cours, mais j'ai décidé d'aller faire des cours du soir pour pouvoir être au niveau. Et cette année-là,
l'État avait décidé d'augmenter des matières. Donc, c'était encore plus difficile parce que la comptabilité s'ajoutait, beaucoup de choses s'ajoutaient. Et vous avez eu votre examen cette année? Oui, j'ai eu cette année-là. Ensuite, au baccalauréat, malgré tout, ça n'a pas empêché qu'on vous dise, écoute, tu as fait ton temps, il n'y a plus, moyen de t'inscrire. Au baccalauréat, que je fasse le bac, c'était un peu compliqué. C'est vrai que les parents ont tout donné, ils ont donné ce qu'ils ont donné, mais après, il y avait un peu comme une sorte de démotivation. Je me suis battue pour pouvoir aller faire mon baccalauréat dans une école, parce qu'il faut bien le préciser. J'ai voulu rentrer à l'école malgré l'âge avancé. J'ai dit il fallait que j'ai un suivi normal pour pouvoir composer mon baccalauréat et l'avoir. Et je suis fière aujourd'hui de ce que ce courage m'a valu jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu ce baccalauréat et j'étais même la meilleure. J'ai eu mon baccalauréat blanc, j'étais la première de ma classe. C'est là que j'ai compris que j'étais aussi intelligente. Je pouvais faire des choses. Donc après, ça m'a donné beaucoup de courage pour pouvoir aller de l'avant, en fait. J'ai eu mon BTS, j'ai eu mon diplôme à l'université de Douala. Oui. En communication événementielle et publicité. Je suis très fière de ce parcours. Et oui, je suis ils fière. disent quoi vos parents? Votre papa, il vous a dit quoi au final? Il est fier. Ils sont fiers. Oui. Vous en avez parlé? Vous êtes revenu dessus? Non. Pas encore. Est-ce que la période où vous vous sentiez mal à un moment donné, vous leur avez dit votre ressenti? Pas du tout. Vous auriez voulu leur dire quoi? Il vous regarde très certainement ce soir. Votre caméra qui est en face, Josepha. Et peut-être il ne savait pas que des fois vous étiez blessé. Et peut-être au sortir de ce programme ce soir, papa ou bien maman, ils vont vous passer un coup de fil. Bon, j'aimerais quand même être reconnaissante parce que... Alors, ce qu'on va faire, Josepha, votre caméra est en face de vous. C'est la caméra juste en face de vous, je pense, là. Oui, vous allez leur passer un message à eux directement, parlez-leur. Je suis reconnaissante pour ce qu'ils ont fait. Non, pas ce qu'ils... Oui. Ils vous regardent, parlez-leur. Papa et maman, je suis reconnaissante pour ce que vous avez fait pour moi. Et je dis merci parce que c'est le devoir d'un parent, mais j'aurais voulu avoir d'autres mots plus gentils, d'autres mots d'encouragement, de dire que ma fille, tu peux le faire, même si tu échoues, je serai toujours là pour te payer l'école, je serai toujours là pour toi. Et je ne saurais terminer ce propos sans être reconnaissant parce que maman aussi, elle a fait ce qu'elle a pu, mais c'était pas trop ça, en fait, c'était pas trop ça. C'était pas ça. Quand un enfant échoue, un enfant a a aussi l'ambition de réussir, surtout quand il manifeste le désir de vouloir aller à l'école. Il faut encourager les enfants dans ce sens-là. Il faut leur donner le meilleur. Dire à son enfant que je suis intelligente. Je le fais d'ailleurs pour mes enfants aujourd'hui. Je dis, même si ça ne va pas, je dis que tu es meilleur, tu es sage. Tu es la plus sage de ta classe. Donc, en fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça que je pourrais leur dire aujourd'hui. Donc, vous êtes à l'heure. On vous a demandé de leur passer le message. Le message est passé, oui, ça va? Le message est passé, en fait. Ça va ce que vous aviez à leur dire? Oui. D'accord. Alors, je propose que derrière la transition, on va donner la parole justement à nos intervenants sur le plateau, mais juste derrière la transition. Alors, ma première question, elle va aller à vous, Constant Takongan. Vous êtes maître spirituel. On va le prendre maître spirituel Takongan. Oui, vous êtes maître spirituel.
C'est ce qu'on dit. Voilà. Et vous vous appelez Constant Takunga. Et vous êtes maître spirituel. Non, là, c'est mon titre du village. Quoi ça? Oui, ça c'est Takunga, c'est le nom de la notabilité. Oui. Le nom de Takunga, c'est des noms qui ne se donnent pas n'importe comment. Oui. C'est quelqu'un, puisque chez nous avions des danses traditionnelles qu'on appelle le Kunga. D'accord, donc on va vous appeler Takunga. Takunga. Voilà. Alors, Takunga, dites-nous, vous avez écouté l'histoire tout à l'heure. Comment, sur le plan, parce que tout a une signification dans notre contexte africain, hein, comment est-ce qu'on explique, comment cela s'explique sur le plan traditionnel, ces successions de mauvais événements, cet ensemble de mauvais événements, comment est-ce qu'on explique cela sur le plan traditionnel? Dans notre plan traditionnel, pour ma fille, ma petite sœur, avait cette maladie qu'elle nous a expliqué vraiment. Il y a des maladies parfois, le cas comme ça, qui est mystique. Et il y a aussi des maladies parfois comme ça, qui n'est pas mystique aussi. Comme bon, Dieu n'a pas créé tout le monde avec ce système de maladies. Tu peux naître étant malade. Tu peux naître avec une petite maladie, comme la tuberculose. La tuberculose, c'est quoi? La maman peut t'accoucher. Au moment peut-être où il y avait le minyanga, t'habillais dans le pull vert, elle néglige un peu le côté là, et le foie te pénètre dans les côtes, et le foie te pénètre, et ça te crée ce problème de maladie au niveau du foie. Et quand ça te crée au niveau du foie, pas toujours que c'est la tuberculose, non. Parce que la tuberculose, c'est une autre qualité de maladie qui vient en plusieurs formes. Oui, mais je ne parle pas de ce cas précisément, je parle de toutes les successions de mauvais événements qui peuvent intervenir dans la vie de quelqu'un. Donc ça peut être la tuberculose, ça peut être un paludisme, ça peut être une maladie du foie, ça peut être une maladie de la prostate. Il y a beaucoup de maladies. Comme exemple, comme... Est-ce que c'est la malchance quand on est malade, forcément? Non, maman, c'est la malchance. Quand on est malade, c'est la malchance. Oui, quand on est malade, c'est une malchance, vraiment. Parce qu'on ne peut pas souhaiter que quelqu'un doit être malade. Hein? Quand toi-même ta personne est malade, vraiment, ça te gêne, ça te touche, tu es malade. Comme tout à l'heure, elle est là, elle pleurait. Moi-même, si je pleurais plus qu'elle au fond de mon cœur. Vraiment, je pleurais. Quand je voyais ses larmes, je vois où elle est sortie de cette maladie, vraiment, ses ancêtres derrière elle. Ses ancêtres ne pouvaient pas la laisser, que cette maladie puisse l'amener. Tant qu'on grandit, nous, quand vous êtes malade, c'est de la malchance? Bon, quand on dit la malchance... Quand vous êtes malade? Quand moi-même je suis malade, on ne peut que dire, ah, c'est arrivé, c'est une malchance pour moi. Pourquoi vous êtes malade? Mais normalement, toute personne doit être malade. Pourquoi? Parce que la maladie aussi n'est pas du tout très mauvaise. Il y a certains organes du corps. Exemple, n'est-ce pas? Je vous appelle quoi en français, vous m'excusez. Dites-le en langue maternelle. Non, mais c'est beaucoup ne doivent pas connaître ma langue parce que fondamentalement, tout le monde n'est pas là. D'accord. Quand les anticorps parlent, ok. Souvent, parfois, quand les anticorps est fatigué, ça doit provoquer la maladie. Et normalement, quand l'anticorps est fatigué et que tu suis ton traitement normalement et que tu guéris, c'est bien. C'est comme la voiture. Quand tu vois une voiture qui est en panne, si tu n'arranges pas, parce que la voiture doit rouler. D'accord. C'est comme ça. Alors, on vous pose la question, cette fois-ci c'est le révérend, Valérie Ninke, vous êtes homme de Dieu. Quand on a parlé de succession de mauvais événements, parlant de la maladie, cette série noire, il y a eu la maladie, ensuite il y a des échecs. Ce n'est pas que le cas de Josepha, il y en a que ça peut être une autre épreuve, ça peut être un refus de nomination, il n'y a pas moyen d'avoir des avancements, ça c'est pour les fonctionnaires. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela à ce moment donné? Avant de dire un mot là-dessus, je voudrais faire un petit commentaire sur ce qui est arrivé à la dame. Déjà apprécier son esprit de résilience, sa détermination. Plusieurs personnes à sa place ne l'auraient pas fait. Après plusieurs échecs continués, parce qu'il y a ici une accumulation d'échecs. Et comme si cela ne suffisait pas, la maladie vient s'ajouter.
Je voudrais lui dire qu'aujourd'hui, elle doit plutôt adopter une attitude d'action de grâce, de reconnaissance, que de pleurer, qu'elle ne pleure plus. Il y a une attitude d'action de grâce parce que plusieurs ont eu ce genre de situation et ils sont décédés. Ils sont passés. Peut-être même moins graves que ce qu'elle a eu et ne se sont pas en sortis. Et Souvent, on pleure de gratitude. Hein? Pardon? Souvent, on pleure de gratitude. Oui, je suis d'accord. Oui. On pleure de gratitude. Maintenant, revenons à la question. Lorsqu'il y a une situation de ce genre, vous savez, nous ne spiritualisons pas tout. Oui, mais si on doit regarder spirituellement, on doit chercher à savoir est-ce que les causes sont familiales, est-ce que les causes sont personnelles, parce qu'il peut y avoir les mauvaises fondations familiales. Les fondations familiales, c'est lorsque tout le monde dans la famille a ce genre d'expérience. Mais elle a dit dans son récit qu'elle était la seule à la maison qui ne réussissait pas, qui n'avançait pas. On comprend que là, c'est une cause personnelle. Le personnel peut être provoqué soit par vous ou par une tierce personne. Ça veut dire que parmi les enfants de la famille ou de ses parents dans la fratrie, les parents ont eu peut-être des antécédents, des problèmes avec quelqu'un et on a décidé que sur votre fils, vous allez dépenser, vous serez malheureux ou elle va vous rendre la vie difficile. Là, ça devient une mauvaise fondation personnelle. Les autres n'en souffrent pas, mais elle va souffrir. Allons-y sur le général maintenant, parce qu'on a pris le cas pour aller sur le général. Et ma question, je la repose encore, hein, parce que vous n'y avez pas répondu. Comment expliquer une succession de mauvaises nouvelles dans la vie de quelqu'un? On part au cas par cas. On va chercher à savoir si la cause de cette accumulation d'échecs, c'est une cause familiale ou personnelle. Alors une cause spirituelle. Spirituel, ça veut dire qu'il y a une malédiction, il y a une mauvaise fondation familiale, il y a une attaque, il y a peut-être, vous avez fait peut-être des choses et qu'aujourd'hui, il y a les répercussions. Donc, on ne peut pas généraliser, dire que tout le monde se retrouve dans un même panier. Donc, il faut consulter au cas par cas pour pouvoir discerner ce qui fait problème. Après, on ne peut pas consulter au cas par cas, parce que je veux dire que les gens qui regardent ne peuvent pas venir au cas par cas expliquer à chacun, explique sa situation. Alors, comment est-ce qu'on devrait se comporter lorsqu'on a l'impression que tout nous tombe sur la tête, Takunga? Maman Aline, en ce qui concerne le cas là, ça... Non, pas le cas là. Bon. Je dis, comment se comporter quand il y a trop de mauvaises nouvelles qui arrivent dans une vie? Quand il y a une mauvaise nouvelle, quand il y en a beaucoup. Quand il y en a beaucoup de mauvaises nouvelles qui arrivent dans une vie, mais on essaie de regarder pour voir si ces mauvaises choses sortent peut-être du papa, ou ça sort du maman, ou ça sort de toi-même, parce que quand tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas son ventre. Il y a des enfants que tu accouches vraiment, ils sortent des viandes vraiment bizarres. Il y a des enfants que souvent tu accouches là, en 10 ans, ils sortent même de côté, tes poignards, tout ça. Parce qu'ils sortent du ventre de sa mère étant déjà bizarre. Exemple, aujourd'hui, vous-même, vous voyez qu'il y a beaucoup de mal dehors. Et il y a beaucoup de sorcellerie bizarre. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui, comme dehors, le dehors est étouffé de la sorcellerie. Qui vient d'où? Des gens comme vous? Pas toujours des gens comme moi. Tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas son cœur. Moi, je suis là juste pour intervenir la sorcellerie. Quand je vois un sorcier en face de moi, non, moi, le grand maître spirituel Takunga, je ne lui laisse pas partir. Je fais tout pour étouffer son pied. Parce que quand tu lui laisses partir, c'est pour qu'il aille multiplier sa sorcellerie avec d'autres. Parce que un sorcier ou une sorcière ne peut pas rester sans connaître que non, ma copine est là-bas, mon collègue est par là-bas. Non, ils se connaissent. Et c'est alors à un moment-là qu'ils se réunissent pour faire beaucoup du mal sur des gens, sur des enfants du genre. Exemple, si ma fille là, si ma petite soeur, ma fille, vraiment je te remercie avec ton bon courage et le Seigneur aussi, et les ancêtres vraiment t'ont béni et été touchés. Sinon, si ta maladie était une maladie mystique, tu ne sortais pas de ça. Vous me suivez ma chérie? Si ta maladie était compliquée, vous ne sortez pas de cette maladie. Donc, vous êtes en train de faire la consultation, c'est pas de ça qu'il est question ce soir. Alors, Josepha, moi je vais poser la question, celle de savoir, vous avez sûrement appris de cette période de votre vie, qu'est-ce que vous aurez appris? Parce que vous en parlez justement, vous dites que vous avez tiré beaucoup de leçons. Bon, j'ai tiré beaucoup de leçons parce que c'est des leçons forcées en fait, parce que ça t'amène à être fort, à être
plus courageux. Mais vous Quand tu vous arrives- désolidarisez de Oui, votre exact. récit à Exact. chaque fois. Comment ça? Je comprends pas. Vous utilisez la troisième personne, Non, en fait, je le disais que singulier. j'étais en train de dire que ce genre de situation apporte des leçons. Déjà, ça te donne beaucoup plus de force, de courage, de pouvoir avancer. Ça m'a donné, en fait, ça m'a permis de pouvoir braver des obstacles parce que déjà être malade, il faut avoir un mental. Et te dit, quand on se moque de toi, on te dit, regarde comment elle est maigre, elle est noire, elle a certainement fait des choses, elle a les cartes, on se moque de toi. Il faut déjà avoir le courage même d'affronter le regard des gens. Et quand tu vois des gens qui évoluent autour de toi, tu te demandes si toi tu n'es pas, si tu es normal. Donc je pense que ça, c'est des situations qui fortifient. Moi, ça m'a particulièrement fortifié et je pense que ces échecs-là m'ont permis de viser, je peux dire, l'excellence. Parce que tout ce que je fais aujourd'hui, je vise toujours la perfection. Déjà J'essaie que- de bien faire tout ce que je fais. Parce que ça m'a permis d'apprendre chaque fois, de me remettre en question chaque fois. Voilà un peu ce que je dirais. Justement, parce que vous avez été à un moment donné, vous avez été diagnostiqué Oui. d'avoir des kystes Des kystes ovariens. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était en 2018, justement, j'avais eu une période un peu bizarre parce que je me disais que j'étais enceinte en fait, parce que je me disais que j'étais enceinte parce que j'avais tous les symptômes d'une femme enceinte. J'étais même contente d'être enceinte. J'avais mal au bas-ventre, j'avais les seins qui enflaient, j'avais le bas-ventre qui était lourd, mais j'avais perdu mes menstruations, je voyais plus mes menstruations. C'est même pour cela que je pensais que j'étais enceinte. Mais quand je vais à l'hôpital, me faire diagnostiquer par mon gynéco, elle me consulte et me dit, voilà, après examen, que j'ai des gros kystes ovariens, de gros kystes. Je lui demande que ça sort d'où, quelles sont les causes. Elle me dit non, ça arrive parfois aux femmes, à des périodes, les femmes ont souvent des kystes et tout. Je me suis dit que ça c'est encore quoi, surtout que j'avais eu une mauvaise expérience avec l'histoire des autres concernant des kystes, des femmes qui se sont faites opérer, qui sont mortes et tout. Et puis je me disais que les kystes ovariens c'est pour les femmes qui ont une mauvaise vie. Quand je me regardais, je me disais mais je ne fais pas des choses compliquées, mais comment est-ce que j'arrive à voir ça et tout. Qu'est-ce que c'est Et- des femmes qui ont une mauvaise En vie? fait, je me disais que c'était des femmes volages. C'est ce que j'avais en tête. Oui. C'était des idées que j'avais, moi. Je me disais que les kystes ovariens, c'est souvent les filles frivoles qui arrivent à avoir des... J'étais pas assez... Oui, j'étais pas assez informée par rapport à ça. Donc, je me suis informée, je me suis éduquée par rapport à ça. Je me suis rendu compte que, en fait, ça peut provenir de plusieurs choses. Déjà, les défrisants qu'on met sur les cheveux, les colorations, la nourriture que nous consommons et tout. Et on Donc, vous avait dit que vous deviez être opéré, quel allait être le traitement? Non, en fait, je n'ai même pas suivi ce traitement parce que j'ai commencé à m'auto-cultiver à ce sujet-là. Je suis tombée sur un article parce que je suis fan du bio aujourd'hui, c'est l'un de mes combats. Je suis tombée sur un article qui expliquait comment guérir des kystes ovariens avec le vinaigre de cidre et l'eau tiède. J'ai commencé à boire comme ça tout simplement pendant un mois. Je buvais matin, soir. Et puis un mois après, mes menstrues sont revenues. Tout est revenu à la normale. J'ai compris que j'avais été guérie. J'avais aussi eu la foi parce que je tiens à préciser que j'avais eu la foi et j'ai retrouvé mes menstrues. Je suis même tombée enceinte un an après. J'ai eu ma fille. Donc voilà, j'ai échappé à cette opération-là, à quelque chose de compliqué qui devait arriver. Alors, il y a beaucoup de réactions de soutien sur la page Facebook de l'émission Intime Conviction au pluriel, à S à Intime, S à Conviction. Vous défilez, vous postez votre commentaire en rapport avec le thème de ce soir. Et Damienne Adileo qui nous dit tout est mérite. Tout ce que je peux te souhaiter, c'est le courage, car tout ce que tu as vécu, c'est un mérite. Tu l'as vécu et tout, tu le vis, parce que c'est ton mérite et ça ne pourra jamais t'échapper. Ce n'est pas que les malédictions d'un parent qui agit sur son enfant. Voilà. Et puis, Armando qui dit, vraiment, je connais ce genre de situation, tu vis comme exilé, comme si tu n'as pas de parents, mais dans ce genre de cas, la confiance en soi est la base. Voilà. Et puis, bon, il y a il y a Bassa Bio qui nous dit tu n'es pas seul, Jo.
Josépha. Alors, quand on est dans une situation comme celle-là, quand on est dans des moments difficiles, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Parce que on estime que quand c'est compliqué, il faut aller vérifier ce qui se passe. Est-ce que quand c'est compliqué, il faut aller demander à voir au village? Non, à voir au village, nous ne sommes pas dans ça. Allez voir chez qui au village, même celui qui au village peut avoir des moments difficiles dans sa vie. Nous sommes dans un monde déchu, ça arrive qu'on soit en difficulté. Donc quand ça arrive, qu'est-ce qu'on a besoin d'un accompagnement? On a besoin de personnes qui nous aiment autour de nous pour nous dire des paroles positives, pour nous encourager. Mais surtout, on a besoin d'échanger avec des personnes qui peuvent apporter une solution, qui peuvent nous aider. Parce que les périodes comme ça sont des périodes de grande tentation. Tentation parce que, puisqu'on est à la recherche de la solution, on peut se retrouver en train de faire tout et n'importe quoi. On peut se retrouver en train d'entrer n'importe où à la recherche de cette solution. Et parce que c'est un moment difficile, c'est un moment compliqué. Donc on a besoin, si c'est un problème spirituel, de la délivrance, mais surtout, on a besoin de personnes qui croient en nous. Et il faut que vous-même vous croyez en vous. Mais si on est entouré par des personnes qui nous disent des paroles négatives, des paroles méchantes, on va finir par se forger cela dans l'esprit. On va se faire une personnalité avec ces paroles-là. On a besoin des personnes qui nous accompagnent. On a besoin surtout de la prière. De la prière, si c'est la délivrance, c'est oui. Si c'est un problème médical, on va à l'hôpital. Si c'est un problème spirituel, on cherche la personne appropriée pour apporter une solution. Alors, et puis sur le plan traditionnel, une fois qu'il y a cet ensemble de choses ou bien qui est arrivé, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, Madame Aline, quand ce genre de choses parviennent à nous arriver, nous avons des maisons de crâne, nous avons des lieux sacrés, nous avons des très grands lieux sacrés. Quand tu es coincé, et quand tu es coincé et bloqué dans des situations, tu pars chez nous, comme dans mon propre village, dans ma concession, chez moi pour mes chafondanti, chez moi parce que il n'est pas question de vous, Kakunga. Qu'est-ce qu'il faut faire de façon générale? D'accord, comme chez moi, nous avons notre grand lieu sacré, à Poumechor. Quand tu arrives là à tous tes problèmes, tu exposes ton problème dans le lieu sacré là, et puis tu prends de l'eau, tu te laves, tu verses, même ne serait que l'eau et les jujubes, dans les maisons des crânes, et puis tu trouves un bon résultat à tes problèmes. Même si c'est n'importe qui, même si c'est quelqu'un qui est caché derrière ça, là sur place tu vois. Même si on t'a amené dans la soupe, parce qu'il y a aussi toujours des cas qu'on peut être en train de dire qu'on a fait, pourtant c'est toi qui es allé chercher. Parce que si tu ne touches pas l'indolent, ta main ne peut pas être amère. Hein? Voilà. Parce qu'il y a aussi beaucoup là dehors qui souffrent beaucoup. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui ont cherché. Hein? Parce que si tu ne touches pas l'indolent, ta main ne peut pas être amère. C'est ça. Bon. Et donc, vous préconisez d'aller dans le lieu sacré. Est-ce que c'est tout le monde qui va dans le lieu sacré? Ce n'est pas forcément tout le monde. Si toi, par exemple, si tu es tradit, si tu es opté pour faire des coutumes, tu le fais parce que ce n'est pas tout le monde. Il y a d'autres qui simplifient trop ce côté, mais quand ça lui frappe, il cherche la route de là. Non, je veux dire que, est-ce que c'est tout le monde qui est habilité à aller sur le lieu sacré? Le lieu sacré que vous comprenez, Madame Aline, ce n'est pas dans toutes les concessions et dans tous les villages, il y a le lieu sacré, mais ce n'est pas tout le monde qui est là-bas. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui disent que je ne fais pas moi ça. Mais quand ça lui frappe, il cherche la route de là. Ça veut dire qu'il faut forcément quelqu'un pour l'introduire. Non, pas quelqu'un. Toi-même, tu es chez vous. Vous-même, vous ne partez pas chez vous. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous aurez Non, tu peux pas, c'est que tu n'aimes pas tes parents. Donc, tu ne connais pas ton père et ta mère, mon frère. Comment tu peux dire ça? Tu connais quand même où ton père sort. Tu connais quand même où ta maman sort. Tu ne peux pas me dire que tu ne connais pas la concession où ta mère ou ton père est né. Oui, mais après... Quand tu dis que tu ne pars pas là, c'est pour dire que tu ne respectes pas tes parents. Oui, mais après, on a l'impression que c'est tout le temps la même formule. Il faut aller, tu ne connais pas là où ton... Dès qu'il y a moins de problèmes, c'est parce que le crâne est fâché. Dès qu'il y a moins de problèmes, il faut donner la chèvre. Il faut tuer la poule. Non, Madame Aline, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Suivez-moi attentif. Allez-y. En ce qui concerne tuer la chèvre,
tuer exemple, les moutons ou tuer quoi que ce soit. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu as envie de faire plaisir à ton père et qu'il ne vit plus, nous sommes les Bantous, nous sortons les crânes. Ce nom déterre encore les crânes. Nous ne sommes pas les musulmans, les Bamoutos qui ne déterrent pas, non. Vous parlez pour vous. Oui, nous adorons la pour tradition. vous. Oui, ok. Nous adorons la tradition. Chez nous, on déterre les crânes. Ok. Donc, quand il y a moindre problème, c'est parce que le crâne est fâché, c'est Non, ça? pas toujours pas. Je vous ai Voilà. dit, vous ne me comprenez pas. Je dis ceci, n'est-ce pas? Si tu as envie de faire manger à tes parents, tu dois aller au marché, soit tu payes une petite cabri, soit tu payes la poule, tu viens là, on égorge, on brûle, on dépose ça sur son crâne. Et quand tu déposes un peu, tu manges, tu donnes aussi pour tout le monde. S'il y a un verre d'eau, vous buvez en famille, vous versez pour lui. Ça, c'est Ça l'adoré. n'est pas de chez vous. Oui, non, c'est Mais selon ça la n'est pas formule de de chez nous, chaque on ne peut pas venir village. chez quoi faire. C'est selon la formule de chaque village. Qu'est-ce qui vous aura aidé, vous, à tenir? Parce que vous aviez votre formule à vous. C'était de Alors moi, prier. oui, c'était de prier et je tiens aussi à dire merci à mon chéri qui est devenu mon mari aujourd'hui, qui m'a toujours soutenu, à qui j'ai fait un coucou. Oui, il a été présent. Il ne m'a pas abandonné, même si dans sa famille, certaines personnes disaient qu'il faut la laisser parce qu'elle est malade, elle va te contaminer. Il était là. Je lui dis merci. Ah, vous chéri. êtes là depuis des années? Oui, depuis qu'on est tout jeune, depuis que j'ai 17 ans, il est là. C'est mon mari aujourd'hui, c'est le père de mes enfants. Antoine, vraiment merci pour tout ce que tu fais pour moi. Il m'a encadré, il m'a soutenu. Malgré la maladie, il a été là. Bah, dites-lui, Oui. il vous parlait à la troisième personne. Il le sait. Il Tu regarde. le sais. Merci mon chéri pour tout ce que tu as fait pour moi et tout ce que tu continues de faire. Je sais que tu regardes la télé et tu es connecté. Merci mon amour pour toute ta présence, ton soutien. Tu as été là dans les moments les plus sombres. C'est pour ça que cet amour est vraiment solide. Je dis merci au Seigneur pour tout ça en fait. Pour ça. D'accord. Et on va sortir. Vous disiez qu'il y avait lui, il y a qui d'autre qui vous aura aidé dans ce processus? Dans ce processus, il y a mes parents aussi. Je ne serais pas ingrate. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils m'ont éduqué, ils m'ont soutenu à leur façon. Je dis merci. Merci pour... Et ceux qui m'ont soutenu, ceux qui savaient, parce que j'étais vraiment discrète aussi. Donc, tous ceux qui ont vécu cette période avec moi et qui ont eu de la compassion, vraiment merci pour votre soutien. Merci au Seigneur aussi. Et n'oublie pas aussi ton médecin de lui dire merci. Merci à mon médecin, vraiment. Oui. Ça, Oui, c'est ton exactement. sauveur. En fait, parce que c'était un miracle. J'ai commencé sauveur. par là parce que c'était un miracle d'avoir déjà ce traitement. Comme je disais Voilà. à Madame Aline, j'étais déjà oubliée. J'étais en phase terminale. C'était une grâce. Merci beaucoup, Monsieur Petrus et toute la délégation régionale. Merci à Il n'a l'ONG. pas compris, monsieur. Monsieur Petrus, il est en retraite aujourd'hui. C'est lui qui avait appelé maman à l'époque. Voilà. Je me souviens très bien. C'est ton sauveur. Oui, Monsieur Petrus, c'est lui. Merci, Monsieur Petrus. À l'ONG qui a bien voulu nous utiliser, même si on était cobayes. Ça c'est si t'aimais, il pourrait prendre ton Exactement. dossier, il cache. Exactement. Voilà. Merci. Et puis, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour accompagner les autres? Alors, je suis de profession, je suis event planner, j'organise des événements. J'ai aussi voulu créer une plateforme pour pouvoir sensibiliser déjà la femme sur le retour au naturel, parce que c'est important de pouvoir garder sa peau naturelle, ses cheveux, et aussi encourager les femmes entrepreneurs. Je milite dessus depuis des années. Et aussi, je fais dans des actions je dis quoi, je suis bénévole pour pouvoir donner de l'amour, du soutien à ceux qui en ont besoin, ceux qui souffrent. On est en train de monter une association avec mon chéri pour pouvoir donner de l'amour et participer aussi au bien-être et à la santé dans notre communauté. Donc, voilà. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau ce soir. Plaisir partagé. Voilà. On a notre médecin qui nous aura fait feu bon ce soir, mais pas, pour des raisons indépendantes de sa volonté. Hein. On le retrouvera très certainement pour les prochaines éditions. Merci à vous d'être passé par ici. C'est terminé. Oui, c'est fini, c'est terminé déjà. Vous avez un message pour la fin peut-être? Oui, bon, ce que j'avais envie de dire, que je veux dire maintenant, c'était pour aller dans le même sens de comment sortir de ce genre de situation. Il est important de découvrir sa personnalité.
Nous ne gérons pas les défis de la vie de la même Exactement. manière en fonction de nos personnalités. Exactement. Il y a 4 types de personnalités divisées en 2 groupes. Il y a les personnes qui n'extériorisent pas les sentiments, les émotions. Il y en a qui ont cette facilité de refouler ce qui leur arrive. Donc, sur la base de ta personnalité, on peut t'apporter un soutien, voire même une solution. Parce que quand je l'écoute, je vois, je peux déjà connaître sa personnalité. Tout à l'heure, je vais lui expliquer comment ça marche chez elle. Parce qu'elle est mélancolique de tempérament. Et je rends grâce à Dieu parce qu'elle n'est pas entre la dépression. Parce que ce qui est arrivé pouvait l'amener à sombrer dans la dépression. Et si elle entre la dépression, elle n'allait pas sortir facilement. Mais forcément, elle a eu des moments de déprime parce que c'est lié à sa personnalité. Et ce qui est arrivé a contribué à cela. Et les personnes comme elle ont besoin de beaucoup d'amour pour être guérie, beaucoup d'amour, même pour dire son ressenti, même pour dire ce qu'elle a traversé, même pour dire ce qu'elle a connu. Celui qui manifeste pas beaucoup d'amour, elle ne va jamais dire, elle va sourire avec toi, mais le cœur n'est pas content, le cœur est amer, c'est sa personnalité. Oui, donc, en fonction de votre personnalité, j'ai dit, il y en a 4, on n'a pas le temps d'entrer dans tous ces détails-là. De toutes les façons, c'est un plaisir parce que si elle en parle ouvertement, c'est qu'elle veut véhiculer quelque chose de positif aux personnes qui nous regardent. Très loin. Et ça fait de aussi un coach. Ça fait de coach. Voilà. Elle est coach, oui, bien sûr. Parce que lorsqu'on a traversé des situations comme ça vous met dans une position de conseiller. Voilà, bien sûr. Les personnes viennent vers vous, vous avez les bons mots, vous trouvez des paroles qu'il faut. Il faut pouvoir, parce que vous avez vécu, vous avez une expérience. C'est terminé. Oui. En fait, je voulais dire, comme 30 secondes, disait, on oui, a terminé. que personne ne doit vous dire que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la capacité de faire quelque chose. Vous avez le pouvoir de décider sur votre vie. Je voulais attirer aussi cette attention-là. Voilà. C'est terminé pour ce soir. On va se dire qu'on se retrouve lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir.